Sophie se tenait devant l'autel, sa robe blanche flottant comme un fantôme dans l'église bondée de Paris. Le prêtre prononça les mots fatidiques. Et au moment où elle allait dire « oui », Marie surgit de la foule, les yeux emplis de larmes, criant « arrêtez !» Elle-même. Moi. Le silence tomba comme une lame. Et le fiancé de Sophie, Alexandre, s'effondra au sol, terrassé par une crise cardiaque sous le choc, transformant la cérémonie en chaos absolu. La sirène de l'ambulance hurlait dans les rues de la capitale, emportant Alexandre vers l'hôpital Cochin. Sophie, encore en robe de mariée, courait à ses côtés, les mains tremblantes, tandis que Marie, restée en arrière, sentait son monde s'écrouler. Comment avait-elle pu en arriver là? Tout avait commencé 6 mois plus tôt, lors d'une exposition d'art au Louvre, où Sophie, assistante marketing dans une agence publicitaire, avait croisé le regard de Marie, une peintre indépendante qui exposait ses toiles abstraites inspirées par les tourments de l'âme. Sophie avait toujours été la fille parfaite aux yeux de sa famille bourgeoise. Élevée dans un appartement haussmannien du 16e arrondissement, avec un père avocat et une mère professeure à la Sorbonne, elle avait suivi le chemin tracé, études à Sciences Po. Un fiancé issu de la bonne société, et un mariage qui scellerait son avenir stable. Mais au fond d'elle, un vide persistait, une sensation d'étouffement qu'elle n'osait nommer. Marie, avec son esprit libre et ses origines modestes d'une petite ville de Provence, représentait tout l'opposé. Orpheline jeune, elle avait lutté pour se faire un nom dans le monde de l'art, peignant des œuvres qui reflétaient ses luttes intérieures contre une société qui la jugeait pour son orientation sexuelle. Leur première conversation avait été électrique. Sophie, venue à l'exposition pour un client, s'était arrêtée devant une toile représentant 2 silhouettes enlacées dans un tourbillon de couleurs sombres et lumineuses. C'est comme si elles luttaient contre le monde pour exister ensemble, avait murmuré Sophie. Marie, approchant avec un sourire espiègle, avait répondu, exactement. Et toi? As-tu déjà lutté pour quelque chose d'interdit? Ces mots avaient percé la carapace de Sophie, déclenchant une série de rencontres secrètes dans les cafés cachés de Montmartre. Au fil des semaines, leur amitié s'était muée en une attirance irrésistible. Sophie se surprenait à mentir à Alexandre, prétextant des heures supplémentaires au bureau pour passer des soirées avec Marie. Elle marchait le long de la Seine, partageant des confidences sur leurs rêves brisés. Marie racontait comment elle avait été rejetée par sa famille adoptive après avoir avoué son amour pour une camarade de lycée. Ils m'ont dit que c'était une phase. Une erreur. Mais l'amour n'est pas une erreur? Sophie. C'est la société qui nous force à nous cacher. Sophie, touchée, sentait ses certitudes vaciller. Pour la première fois, elle se questionnait sur sa propre identité, sur ses sentiments refoulés depuis l'adolescence. Mais la culpabilité la rongeait. Alexandre était un homme bien, attentionné, issu d'une famille amie de la sienne. Leur mariage était planifié depuis des années, une union qui consoliderait des alliances sociales. Sophie imaginait les regards accusateurs de ses parents si elle osait tout avouer. « Tu es folle », se disait-elle lors des nuits blanches. Pourtant, chaque baiser volé avec Marie la faisait se sentir vivante, authentique. Marie, de son côté, pressentait le danger. Elle avait déjà vécu des cœurs brisés, des promesses non tenues.
Si tu n'es pas prête à affronter le monde, alors laisse-moi partir, avait-elle dit un soir, les yeux brillants de larmes. La tension montait. Sophie, déchirée, avait décidé de rompre avec Marie 2 semaines avant le mariage. C'est impossible. Marie. Ma famille me renierait. Je dois choisir la sécurité. Marie avait encaissé le coup. Mais au fond, elle savait que Sophie mentait à elle-même. Le jour du mariage, incapable de supporter l'idée de perdre Sophie pour toujours, Marie avait agi impulsivement, envahissant l'église avec une détermination désespérée. Maintenant, avec Alexandre à l'hôpital, Sophie se retrouvait face à un choix dévastateur. Les médecins annonçaient que son fiancé survivrait. Mais le scandale explosait déjà dans les cercles sociaux parisiens. Assise dans la salle d'attente, Sophie repensait à tout. Sa mère, arrivée en catastrophe, la fusillait du regard. Que as-tu fait, Sophie? Tu as détruit notre réputation. Son père, plus mesuré, tentait de calmer les esprits, mais le mal était fait. Marie, quant à elle, errait dans les rues pluvieuses, regrettant son geste tout en sachant qu'il était nécessaire. L'amour vrai ne se cache pas, se répétait-elle. Mais à quel prix? Sophie, confrontée à son reflet dans la vitre de l'hôpital, réalisait que sa vie venait de basculer irrémédiablement. Les jours suivants furent un tourbillon. Alexandre, remis de sa crise, exigea des explications. Qui est cette femme? Depuis quand? Sophie, les larmes aux yeux, avoua tout, les rencontres, les sentiments, l'amour qu'elle n'avait pas su nommer. Alexandre, blessé, choisit de rompre, préférant la dignité à une union forcée. Je t'aimais, Sophie, mais pas assez pour partager ton cœur. Ce départ libéra Sophie, mais l'ouvrit à un océan de jugement. Ses parents, choqués, organisèrent une réunion de famille où les accusations fusèrent. C'est une phase. Tu as été influencé par cette artiste, cria sa mère. Sophie défendit son amour pour la première fois. Non. Maman. C'est qui je suis. J'ai étouffé ça trop longtemps par peur de vous décevoir. Le débat s'enflamma, révélant les failles profondes de la famille. Son père, plus ouvert, admit avoir soupçonné quelque chose. Mais la société parisienne, avec ses normes rigides, pesait lourd. Marie, de son côté, recevait des messages haineux sur les réseaux sociaux, accusée d'avoir brisé un mariage. Elle se retrancha dans son atelier, peignant frénétiquement pour évacuer la douleur. Pourtant, au milieu du chaos, Sophie et Marie se retrouvèrent en secret dans un petit café du Marais. « Je suis désolée pour tout ça », murmura Sophie. Marie, épuisée, répondit, « Moi aussi. Mais maintenant, on ne peut plus reculer. » Leur étreinte fut un mélange de soulagement et de terreur. Sophie savait que le chemin serait long, semé d'embûches sociales et familiales. Mais pour la première fois, elle choisissait son bonheur au prix de la stabilité. Les semaines qui suivirent le scandale furent un véritable enfer pour Sophie.
Les murmures dans les couloirs de son agence publicitaire la suivaient comme des ombres. Des collègues, autrefois amicaux, l'évitaient désormais, prétextant des réunions fictives. Une rumeur circulait, elle a annulé son mariage pour une femme. C'est pathétique. Sophie, assise à son bureau surplombant la tour Eiffel, sentait son estomac se nouer. Elle avait toujours excellé dans son travail, créant des campagnes brillantes pour des marques de luxe. Mais maintenant, son patron, un homme conservateur, la convoqua pour un « entretien informel ». Sophie, nous apprécions votre talent, mais ce incident personnel affecte l'image de l'agence. Nos clients sont traditionnels. Les mots résonnèrent comme un verdict. Sophie plaida sa cause, mon orientation n'a rien à voir avec mon professionnalisme. Mais au fond, elle doutait. Était-ce vraiment une coïncidence si on lui retirait des projets importants? Marie, sentant sa détresse, l'encourageait lors de leurs appels nocturnes. Batte-toi, Sophie. Ne les laisse pas te définir. Marie elle-même luttait, ses expositions étaient boycottées par certains galeristes qui craignaient la controverse. La famille de Sophie intensifia la pression. Sa mère organisa une intervention avec un psychologue, persuadée que c'était une crise identitaire. Tu as toujours aimé les garçons, Sophie. C'est cette Marie qui t'a manipulée. Le psychologue, neutre, posa des questions qui forcèrent Sophie à explorer ses souvenirs, les crushs adolescents sur des amis, ignorés par peur. J'ai toujours su, maman. Mais je l'ai caché pour vous plaire. La séance se termina en larmes, avec sa mère partant furieuse, refusant d'accepter la réalité. Marie, de son côté, affrontait ses propres démons. Issue d'un milieu rural où l'homosexualité était tabou, elle avait fui à Paris pour recommencer. Mais le scandale ravivait de vieilles blessures. Un soir, elle reçut un appel de sa sœur, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Marie, rentre à la maison. On peut t'aider à guérir. Marie raccrocha, tremblante. Elle confia à Sophie, il pense que c'est une maladie. Mais aimer quelqu'un n'est pas malade. Leur relation, encore fragile, se renforçait dans l'adversité. Elle passait des week-ends cachés dans un petit appartement de Belleville, discutant des nuits entières. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Sophie, sous pression financière après avoir perdu un bonus au travail, envisagea de déménager chez ses parents pour économiser. Marie s'opposa, si tu fais ça, ils te contrôleront. Choisis-nous. Pas eux. Sophie hésita, déchirée entre l'amour et la sécurité familiale. Finalement, elle refusa, optant pour un emploi freelance plus précaire mais libre. Cette décision marqua un tournant, elle sacrifiait sa stabilité pour son authenticité. Les amis communs prirent parti. Certains soutinrent Sophie, organisant des dîners solidaires où elle et Marie pouvaient être elles-mêmes. D'autres, influencés par Alexandre, la trahirent. Un soir, lors d'une fête, une ancienne amie lança « Tu as brisé un homme bien pour une lubie. C'est égoïste. » Sophie, blessée, riposta « L'égoïsme, c'est de vivre une vie mensongère.
Marie, présente, la défendit avec ferveur, renforçant leurs liens. Mais la société française, malgré ses avancées, gardait des poches de conservatisme. Dans les médias, des articles sur « les drames des coming-out tardifs » citaient anonymement leur histoire, alimentant les débats. Sophie lut un éditorial dans Le Figaro, « L'individualisme détruit les fondations familiales ». Cela la fit douter, avait-elle le droit de causer tant de douleur? Marie, plus résolue, organisa une exposition thématique sur l'amour queer, invitant Sophie à collaborer. Ensemble, elles créèrent une installation interactive où les visiteurs pouvaient partager leurs histoires de rejet. Le vernissage fut un succès mitigé. Des critiques positives louèrent l'audace, mais des manifestants conservateurs perturbèrent l'événement, scandant des slogans homophobes. Sophie, paniquée, voulut fuir. Mais Marie la retint, c'est pour ça qu'on se bat. Pour ne plus avoir peur. Cette nuit-là, elles firent face ensemble, transformant la peur en force. Pourtant, le lendemain, Sophie reçut un ultimatum de ses parents, choisis, nous ou elle. Le cœur brisé, elle répondit, je vous choisis tous, mais pas au prix de moi-même. Marie, apprenant cela, sentit une fissure. Et si tu regrettes un jour? Sophie rassura, jamais. Mais je dois guérir ces blessures. Elles décidèrent de consulter une thérapeute de couple, explorant les mœurs sociétaux qui les oppressaient. La thérapeute souligna, votre amour est valide, mais la société vous force à payer un prix élevé. Ces sessions révélèrent des vulnérabilités, Marie craignait l'abandon, Sophie la perte d'identité. Au milieu de cela, un événement inattendu surgit. Alexandre contacta Sophie, proposant une rencontre amicale. Je veux comprendre. Au café, il avoua, j'étais aveugle à tes luttes. Je te pardonne. Cette closure libéra Sophie, mais éveilla chez Marie une jalousie irrationnelle. Et s'il te reconquérait? Le débat s'enflamma, révélant des insécurités profondes. Sophie jura fidélité, mais la graine du doute était plantée. La tension culmina lors d'une dispute explosive. Marie accusa Sophie de tiédeur, tu hésites encore. Sophie, frustrée, répliqua, j'ai tout sacrifié pour toi. Elles se séparèrent pour la nuit, chacune ruminant. Sophie erra dans les rues de nuit, questionnant ses choix. Était-ce l'amour ou la rébellion? Marie, seule dans son atelier, peignit une toile déchirante représentant deux figures se tournant le dos. Le lendemain, elles se réconcilièrent, mais avec une conscience accrue des sacrifices. Les mois passèrent, et le couple affronta de nouvelles épreuves. Sophie, ayant quitté son emploi stable, peinait à trouver des clients freelance. Les factures s'accumulaient dans leur petit appartement partagé à Montparnasse. Marie vendait quelques toiles, mais l'art ne payait pas toujours. On s'en sortira, disait Marie. Mais Sophie doutait. La pression financière ravivait les vieux conflits, Sophie regrettait parfois sa vie d'avant. Confortable mais vide. Sa famille, après l'ultimatum, coupa les ponts. Pas d'appel, pas de visite. Lors d'un anniversaire familial, Sophie envoya un message, espérant une réconciliation.
La réponse fut glaciale, pas tant que tu persistes dans cette folie. Blessée, elle se tourna vers Marie, qui la consolait, ils reviendront quand ils verront ton bonheur. Mais au fond, Marie craignait que Sophie cède. Un jour, une opportunité surgit, une galerie majeure proposa à Marie une exposition solo, mais à condition qu'elle modère ses thèmes queer. C'est une chance pour nous financièrement? Argua Marie. Sophie s'opposa, c'est trahir qui nous sommes. Le dilemme moral les divisa. Marie, pragmatique, accepta, pensant que c'était temporaire. Sophie vit cela comme une trahison, tu te caches. Comme je l'ai fait avant. La dispute escalada. Marie cria, facile à dire quand tu n'as pas grandi dans la pauvreté. Sophie, touchée, réalisa ses privilèges. Elles passèrent des jours en froid, chacune réfléchissant. Sophie contacta un groupe de soutien LGBT à Paris, où elle rencontra d'autres femmes dans des situations similaires. Le coming out est un processus, pas un événement, dit une participante. Cela l'aida à comprendre Marie. Pendant ce temps, Marie préparait l'exposition, mais le cœur n'y était pas. Ses toiles, édulcorées, perdaient leur âme. Un soir, elle craqua et détruisit une œuvre, appelant Sophie en pleurs, « Tu avais raison. Je ne peux pas me renier. » Elles se réconcilièrent, annulant le deal avec la galerie. Ce choix les unit, mais les plongea plus profondément dans la précarité. La société continuait de peser. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille, elles participèrent, main dans la main. Mais des contre-manifestants les insultèrent, rappelant les dangers. Sophie, effrayée, questionna, vaut-il la peine de se battre? Marie répondit, oui. Pour les futures générations. Cette expérience les fortifia, mais révéla des fractures. Un choc majeur arriva, la mère de Sophie fut hospitalisée pour une chute. Sophie accourut, malgré l'éloignement. À l'hôpital, sa mère, affaiblie, murmura, « Je t'ai manqué ?» Sophie pleura, « Oui. Mais je ne peux pas changer qui je suis. » Le père intervint, « Peut-être qu'on peut essayer de comprendre. » Une fragile trêve s'installa, avec des dîners tendus où Marie était invitée. Mais la jalousie refit surface. Une ancienne amie de Marie, openly lesbienne, réapparut, flirtant subtilement. Sophie, insécure, accusa, « Tu regrettes notre vie compliquée ?» Marie nia. Mais le doute persista. Elles décidèrent d'une pause pour réfléchir. Sophie resta chez une amie, ruminant. Marie, seule, affronta ses peurs d'abandon. Durant cette séparation, Sophie explora son identité plus profondément, lisant des livres sur le lesbianisme en France, de Colette à des auteurs modernes. Elle réalisa que son amour pour Marie était authentique, pas une rébellion. Marie, de son côté, consulta un thérapeute, travaillant sur ses traumas passés. Le point de non-retour vint lors d'un appel paniqué, Marie avait été agressée verbalement dans le métro pour son apparence. Sophie accourut, la serrant fort. « Je ne te quitterai plus. » Elles reprirent, plus fortes,
mais consciente des coûts. Sophie trouva un nouveau job dans une agence inclusive. Marie relança ses expositions authentiques. Pourtant, un ultime test surgit, Alexandre réapparut. Marié désormais, mais offrant à Sophie une lettre de closure. Je suis heureux maintenant. J'espère que toi aussi. Cela ferma un chapitre, mais éveilla chez Marie une peur irrationnelle. Elles en parlèrent ouvertement, renforçant leur communication. La vie reprit, avec des hauts et des bas. Elles adoptèrent un chat, symbole de leur foyer naissant. Mais les pressions sociétales persistaient, des lois en débat sur l'adoption pour couples homosexuels les faisaient espérer et craindre. Sophie, engagée, rejoignit une association, militant pour l'égalité. Au fil du temps, la famille de Sophie s'adoucit. Sa mère, après des lectures, admit, j'avais tort. L'amour est l'amour. Ce pardon guérit des blessures, mais souligna les sacrifices, des années perdues en conflit. Marie et Sophie, unies, regardaient l'avenir avec prudence. L'équilibre précaire fut brisé par une trahison inattendue. Marie, sous stress financier, accepta en secret un contrat avec une galerie conservatrice, masquant ses thèmes queer. Sophie découvrit cela par hasard, en fouillant des emails. « Comment as-tu pu » hurla-t-elle. Marie, défensive, pour nous. Pour payer les factures. Mais Sophie y vit une capitulation, tu vends ton âme pour de l'argent. C'est ce que j'ai fait avant. Et ça m'a détruite. La dispute dégénéra en une nuit de cris et de larmes. Sophie partit claquer la porte, errant dans les rues froides de Paris. Elle se réfugia chez une amie du groupe de soutien, qui l'écouta, les relations queer portent le poids du monde. Mais la trahison brise la confiance. Marie, seule, regretta immédiatement. Elle annula le contrat. Mais le mal était fait. Les jours suivants furent tendus. Sophie évitait les appels, questionnant tout. Était-ce une erreur? Marie, désespérée, envoya des messages, je t'aime. J'ai eu peur de nous perdre à cause de l'argent. Finalement, Sophie revint. Mais avec des conditions, thérapie et transparence totale. Elles travaillèrent dur, explorant comment les pressions sociétales amplifiaient leurs faiblesses. Un nouveau défi émergea, la sœur de Marie, réconciliée partiellement, invita le couple en Provence. Le voyage fut un test. La famille, rurale et traditionnelle, les accueillit avec réserve. Des remarques subtiles fusèrent, c'est moderne? Tout ça. Sophie, mal à l'aise, défendit leur amour. Marie, fière, tint bon. Mais une dispute éclata quand la sœur suggéra, Marie, tu pourrais trouver un homme bien. Marie explosa, non. C'est Sophie ma vie. Le retour à Paris fut silencieux, mais renforça leur lien. Professionnellement, Sophie excella dans son nouveau rôle, promue pour une campagne sur la diversité. Marie, inspirée, créa une série sur les luttes LGBT, vendue à une galerie progressiste. Le succès financier soulagea, mais rappela les compromis évités. Pourtant, un conflit moral profond surgit. Sophie apprit que sa mère,
pour aider, avait contacté un ex de Marie, espérant semer le doute. Furieuse, Sophie confronta: « Tu sabotes mon bonheur. » La mère avoua: « Je crains pour toi dans cette société. » Cela força une discussion profonde sur les mœurs, l'homophobie internalisée, les attentes genrées. Marie et Sophie, unies, décidèrent de s'engager publiquement. Elles participèrent à une interview pour un magazine queer, partageant leur histoire. Les réactions furent mixtes, soutien massif, mais aussi haine en ligne. Sophie reçut des menaces, la forçant à questionner: « Est-ce que ça en vaut la peine ?» Marie répondit: « Oui. Pour vivre librement. » La climax approcha avec une crise personnelle. Marie tomba malade. Un épuisement nerveux dû au stress. À l'hôpital, Sophie veilla, réalisant la profondeur de son amour. « Je ne peux pas te perdre. » Marie. Remise. Promis, plus de secrets. Cette épreuve les transforma, priorisant leur bien-être. La famille de Sophie, touchée par l'hospitalisation, fit un geste, un dîner de réconciliation. Le père admit: « J'ai été aveugle. Bienvenue, Marie. » Ce moment guérit, mais souligna les dommages, des relations abîmées, des carrières impactées. Elles envisagèrent l'avenir: mariage, enfants. Mais les lois françaises, bien qu'avancées, posaient des défis. Elles militèrent, rejoignant des manifestations. Sophie, leader naissante, organisa un événement sur les coming-out. Mais une dernière trahison frappa, une collègue de Sophie, jalouse, répandit des rumeurs sur leur relation, menaçant son job. Sophie, résolue, porta plainte pour harcèlement. Le soutien de Marie fut crucial: « On affronte ça ensemble. » La victoire légale renforça leur résilience. Au fil des mois, leur amour mûrit, passant de passion à partenariat profond. Elles voyageaient, explorant la France, trouvant paix dans des moments simples. Pourtant, les cicatrices restaient: perte familiale partielle, amis éloignés. Le calme relatif fut de courte durée. Une opportunité professionnelle pour Marie l'emmena à Lyon pour un mois, laissant Sophie seule à Paris. La distance testa leur fidélité. Sophie, tentée par une collègue hétéro qui flirtait innocemment, résista, mais confia à Marie: « C'est dur sans toi. » Marie, paranoïaque, accusa: « Tu regrettes les hommes ?» La jalousie explosa en appel houleux. De retour, elles affrontèrent, thérapie intensive révéla des insécurités ancrées dans les rejets sociétaux. La société nous dit que notre amour est instable, nota la thérapeute. Elles travaillèrent à bâtir confiance, avec des rituels quotidiens. Un événement majeur survint, le mariage pour tous fêtait son anniversaire, et elles décidèrent de se marier symboliquement lors d'une cérémonie privée. Famille mixte assistèrent, marquant une acceptation progressive. Mais la mère de Sophie murmura: « Es-tu sûre ?» Sophie affirma: « Oui. C'est ma vérité. » Post-mariage, des défis persistèrent. Adoption envisagée, mais bureaucratie et préjugés freinaient. Elles luttèrent, pétitionnant. Marie peignit une série sur la parentalité queer, acclamée.
Pourtant, un ultime conflit émergea, Sophie reçut une promotion nécessitant un déménagement à Marseille. Marie, attachée à Paris, refusa initialement. Choisis, carrière ou nous? Le débat moral fut intense, sacrifice pour l'amour vs. ambition personnelle. Elle compromit, Sophie négocia un poste hybride. Ce choix illustra leur croissance, prioriser l'équilibre. Des années plus tard, elle regardait en arrière, douleur, mais aussi joie. Familles réconciliées, carrières épanouies, société évoluant lentement. Mais la question persistait, Sophie avait-elle raison de tout sacrifier pour cet amour? Ou la société avait-elle tort de forcer de tels choix? Était-il juste que l'amour entre deux femmes exige autant de souffrance pour être accepté?